Il est 10 h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mercredi. Les autorités de la République islamique d'Iran maintiennent le blocus numérique sur une révolte dont elles voudraient que le monde ne connaisse pas l'ampleur de la répression. ANRA, ONG basée aux États-Unis, évoque plus de 2500 morts tués en 18 jours de mobilisation populaire contre le régime. Internet est toujours coupé dans le pays. Le département d'État américain affirme qu'une première exécution de manifestants est prévue aujourd'hui. Les chefs des diplomaties danoises et groenlandaises reçus à la Maison-Blanche aujourd'hui. Après plus de 10 jours de menaces, Donald Trump envoie Marco Rubio et J.D. Vance expliquer pourquoi les États-Unis revendiquent le territoire autonome rattaché à Copenhague. Entre les États-Unis et le Danemark, le Groenland choisit le Danemark, a dit le Premier ministre groenlandais il y a quelques heures. On reviendra sur ces titres dans le journal de 11 h. Aujourd'hui, dans Parlons-en, une région du monde largement repassée sous les radars médiatiques depuis que Donald Trump a lancé les hostilités tous azimuts au début de l'année. Cette région du monde, c'est le Moyen-Orient et plus précisément Gaza. Gaza où le cessez-le-feu conclu il y a 3 mois est d'une grande fragilité et n'empêche ni les violences ni les morts, y compris celles des enfants. Gaza où la phase 2 du cessez-le-feu patine et Israël qui veut bannir nombre d'ONG internationales est accusé de grignoter mètre après mètre le territoire palestinien. Gaza, une trêve illusoire. Question posée ce matin à mes invités, Isabelle de Fourny, Tamar Sebok et Julia Grignon. Bonjour à toutes les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Isabelle de Fourny. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes présidente de Médecins sans frontières, l'une des ONG censées quitter Gaza d'ici quelques semaines. On en reparlera bien sûr dans un instant. Bonjour Tamar Sebok. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, correspondante en France du quotidien israélien Yedot Aharonot. Et nous sommes à distance également avec Julia Grignon. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de participer à cette discussion. Vous êtes professeure associée à Paris Panthéon-Assas, directrice scientifique de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire et présidente de la sous-commission droit international humanitaire de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, spécialiste du droit international que l'on sait très malmené dans cette région du monde depuis longtemps maintenant. On va commencer cette discussion avec un chiffre et quelques images. Ce chiffre, c'est 100 et c'est selon l'UNICEF le nombre d'enfants qui ont été tués à Gaza depuis la signature du cessez-le-feu début octobre, il y a donc 3 mois. C'est un garçon ou une fille tué chaque jour depuis la signature de cette trêve. Un bilan très lourd, bien sûr, qui illustre la fragilité de la trêve en cours dans ce territoire où la situation humanitaire reste catastrophique pour ces 2 millions d'habitants. On va voir quelques images commentées par Marc Pope et on en parle juste après. À la force des bras, mais surtout à bout de force, ces Gazaouis tentent de sauver leur tente. Depuis plusieurs jours, les camps de réfugiés dans la bande de Gaza sont balayés par des conditions dantesques. Le vent ne cesse de souffler et la pluie s'immisce partout. Nous et nos voisins, nous souffrons. Nos habits, nos matelas sont trempés et le sol aussi. C'est la 4e tempête que nous subissons. Nous n'avons rien, pas d'abri, pas de moyens, rien du tout. Les tentes et les bâches se sont effondrées sous l'effet de la violente tempête. J'ai emmené mes enfants de ma tente à celle de mon voisin, mais en vain. Nos tentes et nos matelas sont trempés. Les Gazaouis sont désormais forcés par Israël de se retrancher sur une petite partie du territoire. Certains sont réfugiés sur la plage et luttent comme ils peuvent contre l'assaut des vagues. Un peu plus loin dans les terres, les débris d'une maison se sont effondrés sur des habitants en pleine nuit. Des personnes dormaient dans leur tente lorsqu'un mur de 20 mètres s'est effondré sur elles. La défense civile est intervenue. La situation est très difficile pour les personnes déplacées sur la côte. Depuis le cessez-le-feu d'octobre, l'aide humanitaire a certes considérablement augmenté. Mais début janvier, les autorités israéliennes ont décidé de suspendre l'accès à la bande de Gaza à 37 ONG. Elles leur reprochent de ne pas leur avoir communiqué la liste des noms de leurs employés palestiniens. Malgré la fin des combats, le décompte macabre, lui, se poursuit. Nous avons désormais dépassé le cap de 100 enfants tués. Ils l'ont été par des frappes aériennes, des frappes de drones, y compris des drones kamikazes. Ils sont tués par des tirs de chars, des balles réelles et des quadricoptères. Selon les données de l'ONU, plus de 80% des bâtiments de l'enclave ont été détruits ou endommagés par la guerre et plus de 70 000 personnes ont été tuées.
Voilà, et selon le ministère de la Santé gazaoui lié au Hamas, ce sont plus de 400 Palestiniens gazaouis qui ont été tués dans le territoire depuis le début du mois d'octobre. On vient de voir ces images, Isabelle de Fourny, très impressionnantes, de ce vent qui balaie ces camps de réfugiés à Gaza à quelques mètres de la mer. La vie est loin d'être sûre aujourd'hui à Gaza. Les conditions de vie sont toujours exécrables et ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est plus d'aide humanitaire et pas moins d'acteurs. Donc comme le reportage le montre, tous les jours, il y a encore des victimes civiles. Il y a des bombardements qui se passent plutôt le long de la ligne jaune, mais qui est mal définie et qui touche encore des victimes civiles. Il y a des attaques ciblées, des attaques de drones qui font aussi des victimes civiles. Donc tous les jours, il y a beaucoup moins que précédemment, mais tous les jours, il y a entre 5 et 10 victimes civiles par de bombardements, mais aussi, comme on l'a vu, par les conditions météorologiques. Mon équipe me disait que ce mur qui s'est effondré sur les tentes a fait 6 décès. 6 personnes sont décédées. Elles sont contraintes de vivre dans des ruines, au milieu de ruines, en plein milieu d'un hiver rigoureux, avec de l'aide qui rentre au compte-gouttes. Il y a toujours très peu de tentes et certainement pas de tentes de qualité qui rentrent aujourd'hui dans la bande de Gaza. Tamar Sebok, comment est-ce que les autorités israéliennes justifient qu'aujourd'hui il y ait encore des bombardements sur Gaza, des attaques de drones notamment? Bon, je crois que d'abord il faut dire que la situation de civils gazaouis est inacceptable. Je trouve que c'est une catastrophe et il n'y a aucune justification pour laisser des civils dans cet état. Maintenant, je vais expliquer le raisonnement israélien. Le raisonnement israélien est qu'il y a quand même eu le 7 octobre, qu'il y a eu 1200 civils tués dans des conditions affreuses, torturés, violés, et qu'Israël doit se défendre et trouver une bande qui la sépare. Puis, il y a eu les conditions pour passer à la deuxième phase. Donc, c'est le désarmement du Hamas qui n'est pas fait. Et donc, il est toujours en danger pour Israël. Donc, ce qui fait l'armée, c'est il est supposé cibler les endroits où il y a du Hamas. Il y a eu aussi 2 tirs de missiles encore, et les détruire. Et surtout, il y a encore un otage mort qui fait partie de l'accord, dont la famille attend depuis 831 jours, Gvili. Donc, vous voyez, il y a Israël ne peut pas dire complètement qu'elle est en sécurité. Est-ce que c'est mesuré? Est-ce qu'il y a la phase d'après qui est préparée? Tout ça, c'est des questions. On va y revenir, bien sûr. J'ajoute que le bilan côté palestinien, vous rappeliez bien sûr le bilan effroyable du 7 octobre, 1200 morts côté israélien, côté palestinien de plus de 70 000 morts depuis le 7 octobre 2023. Julia Grignon, Israël qui continue de bombarder la bande de Gaza épisodiquement, mais aussi qui pratiquent des attaques de drones. C'est un non-respect de l'accord de trêve conclu début octobre? Oui, évidemment. Et là, je crois que ce qui est très important de souligner, c'est qu'un cessez-le-feu, c'est une suspension des hostilités dans un conflit armé. Et c'est une suspension des hostilités qui doit permettre, en fait, la réalisation de certaines obligations au titre du droit international humanitaire, comme par exemple rechercher les personnes qui sont mortes ou disparues, ou comme par exemple dépolluer les sites qui ont été minés ou qui ont fait l'objet d'engins explosifs. Mais ça n'est en aucun cas la fin du conflit armé. Et là, dans la situation depuis début octobre, on voit que non seulement on n'a pas un arrêt des hostilités, mais qu'il y a encore des opérations militaires qui sont menées dans la bande de Gaza et qui conduisent à ce qu'il y ait un certain nombre de morts qui sont à déplorer depuis que le supposé cessez-le-feu a été mis en place. Pour en rajouter donc à cette situation qui reste une situation d'affrontement militaire entre Israël et le Hamas à Gaza, Israël donc a pris cette décision, Isabelle de Fourny, qui vous concerne, votre ONG en premier lieu, de bannir une quarantaine d'ONG internationales de la bande de Gaza. Je crois que cette décision prendra effet le 1er mars, d'après ce que l'on comprend. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ici, au nom de quoi les autorités israéliennes souhaitent vous voir partir? Les quelques humanitaires qui travaillent encore à Gaza, vous souhaitez vous voir partir du territoire palestinien?
Ce qui se joue aujourd'hui à Gaza et à travers ce non-enregistrement, c'est ce que l'on observe depuis 2 ans. Depuis 2 ans, on fait face à toute une série d'obstacles mis en place par Israël pour rendre complexe l'approvisionnement d'aide humanitaire, mais aussi pour empêcher de témoigner de la situation. On sait qu'il n'y a pas que les journalistes internationaux ne sont pas autorisés à rentrer dans Gaza, que les journalistes nationaux ont été extrêmement ciblés. Et aujourd'hui, on s'en prend aux ONG internationales qui sont aussi des observateurs de la situation. Nous, ce que l'on comprend, c'est qu'on les sanctionnait pour des questions d'ordre politique et particulièrement pour avoir témoigné des violences commises par Israël. La raison qui nous est donnée aujourd'hui, qui est donnée publiquement par les autorités israéliennes, c'est le fait que l'on n'ait pas voulu donner la liste de l'ensemble de nos staffs, ce qui est partiellement exact, vu que à partir du mois de juillet, on était rentré comme toutes les organisations dans un processus d'enregistrement en fournissant beaucoup de documents. Et on a demandé au ministère de la diaspora et de la défense de l'antisémitisme, qui est en charge de cet enregistrement. On lui a demandé un rendez-vous pour lui faire part de certaines de nos préoccupations qui nous semblent être des préoccupations légitimes, vu que aujourd'hui, il n'y a pas d'état de droit pour la population palestinienne. Plus de 500 travailleurs humanitaires ont été tués par Israël. On voulait donc échanger sur l'utilisation finalement de ces données personnelles de notre staff et de nos collègues. On n'a eu aucune réponse. Échange qui n'a pas pu avoir lieu. Voilà, la réponse finalement, ça a été à travers le compte X de l'armée israélienne, une note cherchant vraiment à nous décrédibiliser. Si Israël, Tamar Sebok, demande à cette quarantaine d'ONG étrangères de fournir la liste des employés, c'est parce que les autorités israéliennes soupçonnent certaines ONG d'avoir employé du personnel affilié au Hamas à Gaza, c'est ça ? Oui, alors déjà, ce que je veux dire, l'état de non-droit à Gaza, il est généré par les deux côtés, parce qu'il y a aussi des luttes entre le Hamas et des familles civiles qui essaient de prendre le contrôle. Donc, le civil à Gaza se trouve entre deux autorités. Parce que je trouve que c'est très difficile, on compare toujours, mais c'est un conflit où les deux côtés ne respectent pas la loi. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que UNRWA, qui était l'Organisation des Nations Unies et qui normalement gérait l'aide humanitaire avant le conflit, il y a au moins 12 employés qu'on sait qui ont participé activement dans le massacre de 12 octobre. Il y a du matériel de UNRWA qui a été trouvé, qui a aidé à acheminer les otages. Il y a des otages qui ont témoigné qu'ils étaient dans la maison d'un professeur et dans la maison d'un médecin de UNRWA. Et il y a aussi toute la partie éducation qui était promise pour passer aux deuxième étape contre la haine qui n'est pas fait. Je dis ce qui est problématique. Médecins sans frontières, il y avait aussi une personne qui était accusée d'appartenir au djihad islamique. Apparemment, il n'y a pas de preuve. Isabelle Le Fourny là-dessus ? Tout à fait. Après avoir tué une personne qui travaillait avec nous, l'armée israélienne nous a dit qu'elle faisait partie du djihad islamique. À nouveau, on a demandé de les rencontrer, de pouvoir avoir plus d'informations, mais plus d'éléments, plus d'éléments. Et ce rendez-vous n'a jamais eu lieu. Bon, c'est quelque chose que, quand il y a ce type d'accusation, on les prend extrêmement au sérieux, parce que ce qu'il faut quand même bien comprendre, bien avoir en tête, c'est que Médecins sans frontières en tant qu'institution, mais nos employés sur le terrain, personne n'a le moindre avantage. On n'a pas du tout d'avantage à avoir au sein de nos équipes des gens qui seraient des cibles d'Israël, pour des questions évidentes de sécurité. Donc on a tout un mécanisme en place pour recruter, vérifier qui on recrute. Donc on a un mécanisme sérieux en place. Ceci dit, ces mécanismes ne sont pas infaillibles à 100%. Ça, c'est vrai. Mais on fait face à une autre difficulté qu'il faut aussi bien imaginer, c'est que qui est un membre du Hamas, qui est une cible pour Israël, ça c'est extrêmement flou. Nous, ce que l'on cherche à éviter, c'est à avoir
des militants actifs de groupes armés dans notre équipe. Ça, on fait ça absolument partout dans le monde. Ça nous met en danger. Maintenant, une définition vague et large, qui est celle d'Israël, ne nous permet pas finalement de répondre à toutes leurs demandes. Et ils ont les moyens. Israël a quand même démontré à des vrais services de renseignement, ils ont les moyens de savoir qui est dans nos équipes, ils ont les moyens, on l'a vu, d'arrêter, de tuer qui ils veulent quand ils veulent. Donc c'est au nom de ces précédents que les autorités israéliennes mettent ces ONG internationales, si vous me passez l'expression, dans le même panier et décident donc unilatéralement de les exclure du territoire gazaoui, ces ONG refusant donc de donner des listes, c'est ça dont on parle. D'échanger sur des préoccupations. Là-dessus, Julia Grignon, est-ce que en droit international humanitaire, le pouvoir, les autorités israéliennes respectent les procédures qui visent à exclure donc ces ONG de travailler à Gaza ? Alors, selon toute vraisemblance, non. Et là, je crois qu'effectivement, c'est très important de rappeler que le droit international humanitaire s'applique et qu'on parle d'un cessez-le-feu, d'une trêve ou pas. Et en l'occurrence, ce droit international humanitaire contient des règles relatives au droit pour la population civile de recevoir des secours humanitaires lorsqu'elle est insuffisamment approvisionnée, quand elle se trouve dans une situation donc comme celle du territoire palestinien, qui est un territoire occupé. Ces règles-là, c'est pas des règles nouvelles, ce sont pas non plus des règles qui auraient été imposées par des organisations humanitaires charitables, sont des règles qui datent du début des années 50, qui sont dans les conventions de Genève de 1949 et qui ont été négociées par les États. Et ça, je crois qu'il faut vraiment le rappeler. Tous les États du monde, Israël compris, ont signé ces conventions de Genève et donc ont accepté que lorsque des populations civiles sont affectées par des conflits armés, elles doivent pouvoir recevoir de l'aide humanitaire de la part d'organisations humanitaires impartiales. Et recevoir de l'aide humanitaire ici, ça signifie que les États, les parties au conflit, d'ailleurs pas juste les États, mais aussi les groupes armés qui sont partis au conflit, doivent autoriser les organismes humanitaires à accéder aux populations civiles, et non seulement doivent autoriser cet accès, mais doivent faciliter leur travail. Et donc, encore une fois, selon toute vraisemblance, selon tous les faits qui sont rapportés, selon ce qu'on entend ce matin sur votre plateau, les autorités israéliennes, non seulement mettent des interdictions, entravent l'aide humanitaire, mais bien entendu, du coup, ne la facilitent absolument pas. Là aussi, il faut avoir à l'esprit que le droit international humanitaire avait anticipé des situations telles qu'elles se produisent aujourd'hui dans le territoire palestinien occupé, c'est-à-dire des situations dans lesquelles des nécessités militaires pourraient empêcher les autorités de laisser l'accès aux organismes humanitaires. Et on prévoit que les autorités, les parties au conflit, peuvent exercer un droit de contrôle, notamment pour vérifier que cette aide va bien à la population civile, mais ce droit de contrôle doit toujours être temporaire et justifié par des nécessités militaires. Et là, pour terminer sur ce point, je ne peux que souligner que la Cour pénale internationale, lorsqu'elle a émis des mandats d'arrêt et qu'elle a parlé de famine comme méthode de guerre utilisée dans le territoire palestinien occupé, elle a mentionné qu'à ses yeux, il n'y avait aucune nécessité militaire qui justifiait l'entrave à l'accès humanitaire. Et on parle là déjà de ce qui se passait à l'automne 2024. Et la situation, bien sûr, n'a fait que s'empirer depuis. Mandat d'arrêt qui vise notamment Benyamin Netanyahou. J'ajoute que les autorités israéliennes ont largement accusé régulièrement les groupes armés palestiniens de détourner une partie de l'aide humanitaire en leur faveur. Tamar Sebok, vous vouliez réagir ? Oui, alors d'abord sur évidemment la Convention pour les droits de l'homme et les engagements. Je vais expliquer l'état d'esprit en Israël. C'est que ça n'a été pas respecté pour les gens qui étaient tués le 7 octobre. Donc, on n'est pas tenu. C'est pas vrai. Un État est tenu d'assurer le bien-être de l'eau. Comme l'a rappelé Julia Grignon. Voilà, ils sont tenus. Même, c'est pas une question, vous n'avez pas fait ça, nous... C'est pas la loi du talion. Voilà. C'est pas la loi du talion. Voilà, ils sont supposés faire ça, ils doivent faire ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, les Israéliens se méfient beaucoup de la Cour pénale et des Nations Unies. Ils ne reconnaissent pas ? Oui, parce que c'était des institutions qui étaient formidables quand ils ont été formés, mais aujourd'hui, ils sont très politisés. Donc, il y a une sorte de méfiance en disant ils sont toujours contre nous. Je crois qu'il y a assez de preuves qui montrent qu'il y a eu des violations. Mais
En Israël, il y a une sorte d'ambiance où on dit toujours, en tout cas, ils sont contre nous, donc on va faire ce qui nous convient. J'ajoute aussi que ça arrange Benjamin Netanyahou et le Hamas, que la guerre continue. Et ça, c'est un vrai problème, parce que l'aide humanitaire est supposée améliorer l'état des civils. Et on ne peut pas passer aux deuxième étape. Et cette deuxième étape, il n'est pas prêt. On va y venir. Très concrètement, Isabelle de Fourny, sauf si d'ici le 1er mars, un dialogue est ouvert, ou en tout cas a lieu, si des compromis ne sont pas trouvés, vous allez avec les autres ONG en question, on parle des plus grandes ONG internationales à Gaza, quitter le territoire. Très concrètement, ça veut dire quoi en fait ? Mais vous savez, on est vraiment dans une situation floue. Certaines organisations ont déjà reçu une interdiction de travailler, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on n'a pas eu de renouvellement de notre accord, de notre enregistrement, mais certaines ont déjà reçu une interdiction de travailler et continuent de travailler. À propos des listes de staff, certaines ont donné des listes et n'ont pas été enregistrées, d'autres n'ont pas donné de listes et ont été enregistrées. Donc on voit bien que tout ça est un prétexte pour que ces organisations, pour instaurer finalement pour Israël, ce qu'on comprend, c'est qu'ils cherchent à instaurer sur Gaza une forme de huis clos pour camoufler la politique en cours, qui est vraiment une politique d'épuisement de la population palestinienne, d'étranglement de Gaza. Sachant que, en l'état actuel des choses, même avec la présence de ces ONG, l'aide est insuffisante en apport venant de l'extérieur et en quantité de personnel sur place. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, la bande de Gaza a été massivement détruite, le système de santé massivement détruit. Aujourd'hui, par exemple, il y a encore toutes sortes de contraintes à faire rentrer différents équipements dans la bande de Gaza. Par exemple, toutes les pièces de rechange pour les centrales de désalinisation de l'eau, c'est extrêmement compliqué. Donc l'approvisionnement en eau est compliqué parce qu'on n'a pas les pièces de rechange, on n'a pas assez de fuel, etc. Donc il y a encore et toujours des obstacles. Ensuite, les organisations humanitaires, aujourd'hui, ça c'est une réalité, elles font encore beaucoup, nous comme d'autres, Médecins sans frontières. Vous avez combien de personnel sur place ? On a environ 1000 personnels palestiniens qui travaillent dans 6 hôpitaux publics et 2 hôpitaux sous tente de Médecins sans frontières et une quarantaine de personnels internationaux. Aujourd'hui, nos personnels internationaux sont toujours sur place. Il n'y a pas de nouveaux personnels qui rentrent dans Gaza. On n'arrive pas non plus à faire rentrer aujourd'hui, en raison de ce non-renouvellement de l'enregistrement de l'équipement, mais on a des stocks assez conséquents pour les mois qui viennent. Donc on va voir comment tout ça. Sachant que je n'ai pas précisé, mais depuis le 7 octobre 2023, je crois que c'est 500 personnels humanitaires qui ont été tués, toute organisation confondue et toute nationalité confondue, à Gaza. Julia Grignon, est-ce que ces ONG, je crois que je lisais un entretien que vous avez donné à des confrères récemment, dans lequel vous rappeliez que grand nombre de ces organisations humanitaires ont leur siège social ici en France, et que la France, d'une certaine façon, elle aussi est tenue de faire respecter ce droit international humanitaire ? Oui, je vais y revenir, mais je veux juste apporter une précision, si vous me le permettez, sur ce qui a été dit précédemment. Bon, d'abord, je ne pense pas que la Cour pénale internationale soit politisée, et encore moins la Cour internationale de justice. Et quand même, à l'interne aussi, la Cour suprême israélienne, parce que cette situation, elle perdure quand même depuis 1967, la situation d'occupation du territoire palestinien, elle a eu de nombreuses occasions de se prononcer. Et la Cour suprême israélienne elle-même avait eu l'occasion de constater en 2010 que non seulement Israël devait renforcer l'acheminement de la fourniture de base de soins de santé et d'aide alimentaire à Gaza, mais aussi de fournir lui-même un certain nombre de ses fournitures. Donc vraiment, on est dans un panorama global où le droit rappelle les obligations d'Israël en la matière. Maintenant, ça, c'est les obligations d'Israël, évidemment, et du Hamas, des parties au conflit, de respecter le droit international humanitaire. Mais vous avez raison de rappeler que tous les États du monde sont partis aux conventions de Genève, et l'article 1 de ces conventions dit que ces États doivent respecter et faire respecter le droit international humanitaire. Faire respecter le droit international humanitaire,
humanitaire, ça veut dire dans sa dimension externe, rappeler les parties au conflit, n'importe où dans le monde, à leurs obligations en matière de droit international humanitaire lorsque ce droit est violé et bafoué. Et effectivement, je trouve symptomatique que le fait qu'on ait un certain nombre d'organisations non gouvernementales humanitaires qui ont leur siège social en France se voient entravées, empêchées d'accéder au territoire palestinien, ce qui est contraire au droit international humanitaire. Et donc les autorités françaises devraient prendre la parole publiquement pour rappeler les obligations des autorités, des parties au conflit, pour laisser rentrer cette aide, et devraient aussi, dans l'ombre, utiliser de tous les moyens à leur disposition, des moyens diplomatiques, politiques, économiques, pour rappeler les parties au conflit à leurs obligations et également remettre sur le devant de la scène ou dans le débat public le fait que ces ONG, on parle de Médecins sans frontières ce matin, mais ça peut être aussi Action contre la faim, Médecins du monde, Handicap international, sont des ONG qui n'ont pas aujourd'hui à rapporter la preuve de leur probité. C'est des ONG qui travaillent dans tous les contextes de conflits armés, qui sont rompues à toute l'instrumentalisation dont elles peuvent faire l'objet, qui ont des mécanismes internes, comme l'a rappelé Isabelle de Fourny, pour y mettre fin, et qui donc aujourd'hui ne montrent aucune justification à ce qu'il y ait une entrave à l'aide humanitaire de cette ampleur. Et donc, tous les États, y compris la France, devraient revendiquer cet accès pour ces ONG et devraient condamner systématiquement, vous l'avez souligné, toutes les attaques à la fois contre les infrastructures de ces ONG, mais également contre leur personnel, puisque ce qui se passe à Gaza depuis octobre 2023 est véritablement un point de bascule en termes d'aide humanitaire, puisque plus de 500 personnels humanitaires ont été tués dans la bande de Gaza depuis octobre 2023. Et ça n'est pas fait. Il n'y a pas de, sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu passer d'appel des autorités françaises à faire respecter ce droit sur cette question des ONG. Il y a eu quelques communications, pas grand-chose. Non, après je pense que bon, la question c'est la réalité de l'influence de la France, sur Israël. On a le soutien des autorités françaises pour qu'il y ait une aide qui se mette en place à Gaza. Maintenant, le réel pouvoir de conviction des autorités israéliennes est questionnable. Et tout ceci ne répond pas à la question de qui pourrait éventuellement parer au départ de ces ONG, au départ de l'UNRWA, avec les critiques qu'on a rappelées tout à l'heure, parce que le besoin de la population, lui, est réel, au-delà des considérations politiques qu'on a évoquées. Je voudrais qu'on en vienne au sujet d'ordre géopolitique, si j'allais dire, mais la question du déploiement de la deuxième phase de cette trêve. Donc, on l'a dit, la première phase de la trêve n'est pas respectée par aucune des parties au conflit. Israël continue notamment de bombarder, on l'a dit, les Gazaouis. Le Hamas et les groupes armés palestiniens s'étaient engagés, Tamar Sebok, ça fait partie de l'accord de cessez-le-feu, à rendre tous les otages vivants et morts retenus dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Il y a encore un otage qui n'a pas été rendu à sa famille. Et ça, c'est un sujet majeur en Israël aujourd'hui. Oui, je crois qu'on n'estime pas à sa vraie valeur à quel point les Israéliens ne peuvent pas passer à autre chose tant que tous les otages ne sont pas revenus. Il s'agit d'un otage qui a été tué. Il s'agit d'une dépouille. Mais sa famille l'attend. Bien sûr. Oui, non, je précisais juste pour les téléspectateurs. Donc, je crois que c'est une question centrale. Et même les otages qui sont revenus, ils disent, sans que tout le monde n'est pas revenu, nous, on ne peut pas passer à autre chose. Moi, je crois que la pression va venir de l'intérieur, parce qu'il y a énormément de gens en Israël qui manifestent et qui sont contre ce qui se passe à Gaza. Quand on fait des sondages, il y a 80% des Israéliens qui veulent arrêter la guerre. Donc je crois qu'il y a cette pression aussi qui monte. Et les États-Unis, c'est les États-Unis qui décident à la fin. Ils ont un commandement international en Israël, pas loin de la bande de Gaza. Et moi, je trouve que on a donné des règles ou des perspectives de ce qui va se passer en 10e phase, mais il n'y a rien qui est prêt. Ça veut dire que le Hamas ne s'est pas désarmé, il n'y a pas une infrastructure, les Israéliens veulent qu'on remplace UNRWA, qui va venir à leur place et va gérer et qui sera crédible, et qui ne sera pas de mèche ni avec le Hamas ni avec Israël. Les Américains voudraient
je crois que cette histoire des Riviera, il faut Je crois que c'est pas abandonné, oublier. cette histoire des Non, Riviera. mais même si on veut reconstruire, ce qui est dit pour le moment, que ça soit dans la partie qui est contrôlée par Israël, qui est 58%. Ça veut dire que tous les autres restent dehors. Alors voilà, venons-en à cette question de la partition de l'enclave palestinienne. Donc cette première phase, on était censé passer assez rapidement à la deuxième phase. Il y a cette question de l'otage qui n'est pas une petite question en Israël qui bloque. Mais on va voir sur la carte parce que c'est important de détailler cette carte. Julia Grignon, vous ne la voyez pas, je pense, mais vous la connaissez évidemment. Donc cette première phase prévoyait qu'effectivement Israël occupe à peu près la moitié de la bande de Gaza, mais de façon temporaire, et que peu à peu, à la faveur de l'avancée de la mise en place des différentes phases, qu'elle recule. Ce que constatent les observateurs et sur le terrain, ainsi que les gens qui enquêtent sur la bande de Gaza, c'est ce qu'on appelle cette ligne jaune qui donc découpe en deux la bande de Gaza du nord au sud, côté ouest, et reste côté palestinien, et le côté est est contrôlé par Israël. C'est que cette ligne jaune, de façon plus ou moins officielle, Israël l'a fait avancer vers l'est du territoire, grignote du territoire palestinien peu à peu. Oui, vers l'ouest, pardon, la grignote vers l'ouest. Oui, bien sûr. vers l'ouest. Tout à fait. Elle avance petit à petit. Et elle n'est pas très précise, parce que quand on est sur le terrain, il y a des zones, il y a des blocs jaunes. Certains de ces blocs se déplacent. Très concrètement, ce sont des parpaings jaunes qui sont installés au milieu de... Et certains se déplacent, sont avancés vers l'ouest. Il y a autre chose aussi, qui est le fait que les organisations humanitaires, elles ont été prévenues, et uniquement les organisations, qui existait une ligne orange. Donc entre cette ligne jaune et la côte, il y a une ligne orange qui est la ligne où, disons que quand on franchit cette ligne orange, donc que l'on va entre la ligne orange et la ligne jaune, il faut qu'on se coordonne avec l'armée israélienne. Et ça nous laisse à penser que finalement, cette ligne orange va être ce qui va être la prochaine ligne jaune, quoi. Donc, que Israël continue à avancer et à grignoter l'espace qui est laissé aux populations palestiniennes. Quand je parlais de véritable politique d'épuisement de la population palestinienne, c'est vraiment ça qu'on voit, quoi. Tous les jours, leur espace est réduit, l'aide est réduite, tout est fait. Finalement, pour qu'ils veuillent partir de Gaza. Voilà, il y a plusieurs inquiétudes, Julia Grignon, pour que tout le monde comprenne bien. La première, c'est que cette ligne jaune, qui n'est censée qu'être temporaire, soit pérennisée. D'autre part, que ce tracé, à nouveau, qui ne devait être que temporaire, soit déplacé donc vers l'ouest par les autorités israéliennes. Par ailleurs, les autorités israéliennes sont accusées du côté est de cette ligne jaune de pratiquer une politique de destruction dans un endroit où il y avait notamment beaucoup, je crois, de terres agricoles. Vous confirmez ? Oui, absolument. Et là, il faut remettre ça dans le contexte plus large des agissements d'Israël, de l'armée israélienne dans le territoire palestinien occupé. Et là, il faut aussi rappeler que, et la Cour internationale de justice l'a souligné dans l'un de ses avis récents, le territoire palestinien, même s'il n'est pas géographiquement continu, est une entité juridique unique. On parle bien du territoire palestinien occupé qui comprend la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Et ce qu'on constate sur l'ensemble du territoire palestinien, et notamment en Cisjordanie, et je vais faire le lien avec ce qui se passe à Gaza, c'est un morcellement du territoire, c'est un grignotage du territoire pour finalement, de manière géographique, faire éclater ce territoire palestinien, et qu'en réalité, à la fin, on ne puisse plus le voir comme étant une entité unique et donc éventuellement un État. Tout ça fait partie donc d'une politique qui a été pointée du doigt à de nombreuses reprises, en particulier en Cisjordanie. Et ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza doit être amené aux obligations d'une puissance occupante. Une puissance occupante, elle peut occuper le territoire, c'est-à-dire qu'elle peut l'administrer, mais elle ne peut pas le grignoter et l'annexer de fait. Et donc là, ici, ce qu'on peut se poser comme question, c'est si ce grignotage ne va pas conduire à une forme d'annexion qui est parfaitement
interdite en droit international. Et là aussi, de la même manière, et en 2004, donc il y a plus de 20 ans maintenant, la Cour internationale de justice s'était prononcée sur la construction du mur en territoire palestinien occupé, lorsque donc ce grand mur avait été construit. Et la Cour internationale de justice avait demandé l'arrêt de la construction de ce mur, avait demandé à l'armée israélienne de remettre en état ce qui avait été accaparé, et avait demandé aux autorités de cesser de grignoter le territoire. Donc on est dans une situation qui est, à mon avis, analogue, et donc sur laquelle il faut être très vigilant, au-delà de l'entrave que ça constitue pour l'accès aux populations à l'assistance humanitaire. Tamar Sebok, quand début décembre, le chef d'état-major de l'armée, qui s'appelle Eyad Zamir, a dit, je cite, que la ligne jaune était une nouvelle frontière de l'enclave, et que le ministre Katz a dit, je cite toujours, nous ne quitterons jamais Gaza. Est-ce qu'en Israël, on s'imagine effectivement que cette partition de Gaza, encore une fois, qui ne devait être que temporaire, et qui sera peut-être, si la phase 2 a lieu effectivement, qui prévoit le désarmement du Hamas, changée, mais est-ce qu'à ce stade, on s'imagine que cette partition va être pérennisée? Alors, à l'origine, il y a toujours ces traumatismes de 7 octobre, et c'est l'idée de faire une zone où il n'y aurait pas de passage de terroristes. Ça veut dire... À terme, la trêve prévoit une zone tampon beaucoup plus mince, qui serait effectivement aux mains des autorités israéliennes dans le territoire palestinien. Et effectivement, le problème, c'est que les Palestiniens ne savent pas où est pas toujours où est la zone jaune, et quand ils s'approchent, ils sont tués. Parfois, ils savent même pas qu'ils s'approchent. Maintenant, il y a, je crois, 2 forces qui se confrontent en Israël. Il y a le gouvernement actuel et ses alliés qui sont messianiques. Et pour eux, ils voudraient évidemment annexer la Cisjordanie et revenir dans Gaza, parce qu'il y avait Israël est sorti de Gaza. Il y avait une partie où il y avait des colons. Et il y a une autre partie, une partie civile, qui dit c'est pas possible, on ne peut pas gérer autant de gens, on ne doit pas gérer autant de gens, et c'est insupportable. Donc, la question est, est-ce qu'il y aura des élections bientôt en Israël? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens aussi dans l'armée ça c'est une protestation, on va dire, silencieuse, qui disent on n'y va plus. On ne comprend pas pourquoi on doit y aller. Donc cette histoire de la ligne jaune, c'est évidemment ce que le gouvernement israélien voudrait, et ça dépend vraiment des Américains, du moment où ils vont dire stop, ou s'ils disent nous on est occupés par autre chose. C'est vrai que l'analogie avec la barrière de sécurité que rappelait Julia Grignon, barrière de sécurité, donc c'est ainsi que les Israéliens appellent ce mur qui a été construit en Cisjordanie occupée notamment, elle est intéressante parce qu'elle a été construite en dépit de toutes les condamnations internationales, et elle existe toujours aujourd'hui. Oui, alors... Et à nouveau, elle était présentée comme une façon de protéger le territoire israélien d'attaques terroristes. Mais il y a eu, après le mur, il y a eu 90% des attentats en moins. Après, c'est les tracés qui est assez hallucinant, parce que parfois il est dans le territoire israélien, parfois il passe par les territoires palestiniens. Il y a des villages qui sont... et il participe d'une politique de morcellement de la Cisjordanie. Oui, mais... Je rappelle toujours, Israël a aussi le droit d'exister. Comment faire? La méthode est très discutable, mais il faut aussi protéger Israël. Pour revenir à Gaza et aux conséquences de cette ligne jaune qui avance de ci, de là, qui est avancée de ci, de là par les autorités israéliennes, pour que tout le monde comprenne bien, les 2 millions de Palestiniens qui, eux, sont toujours là, ont été forcés donc de se retrancher sur moins de la moitié du territoire, qui est déjà minuscule. Et ça complique bien sûr leur vie, ça complique aussi encore plus l'accès aux soins, notamment. Oui, tout à fait. Et puis les conditions de vie, on a vu donc la population vit littéralement sur un champ de ruines et s'abrite de bâches en plastique en plein hiver et continue à être victime de violences. Un des points dont on n'a pas parlé et qui est aussi un point d'inquiétude, c'est le type d'aide qu'Israël prévoit de mettre en place. Donc s'il prévoit de se priver des organisations internationales,
on imagine que le type d'aide qui va être mise en place va être quelque chose d'assez similaire à ce que l'on a vu précédemment avec la Gaza Humanitarian Foundation. Donc une aide qui est une aide qui se retourne contre la population. Il faut se rappeler que cette organisation, en distribuant de la nourriture, a tué plus de 1000 Palestiniens. Et donc on voit bien que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est la mise en place d'une situation fermée, cachée, où il n'y aura plus de témoins de ce qui se passera et avec probablement une aide qui va se retourner contre cette population qui est complètement prise au piège dans un territoire minuscule et se sent à juste titre abandonnée du monde entier. D'ailleurs, Julia Grignon, je crois qu'Isabelle de Fourny le rappelait tout à l'heure, je me fais l'écho de ce qu'a dit il y a quelques semaines maintenant l'une de nos consoeurs de CNN, Clarissa Ward, qui s'offusquait, le mot est faible, que 3 mois après la signature de ce cessez-le-feu, Israël refuse toujours l'entrée de journalistes étrangers à Gaza, non pas qu'ils feraient du meilleur travail que les journalistes palestiniens qui eux aussi ont payé un très lourd tribut depuis le 7 octobre 2023, mais ce territoire, c'est un fait, sauf quelques missions qu'on a vues dites embedded auprès donc de l'armée israélienne, auxquelles se refusent d'ailleurs beaucoup de journalistes étrangers. Ce territoire est toujours interdit aux journalistes. Est-ce que ça, à cette ampleur, avec cette durée-là, est-ce que ça c'est quasiment sans précédent dans l'histoire du droit international ? En fait, ce qui est sans précédent dans l'accès aux journalistes, c'est que des parties au conflit qui pourraient permettre à des journalistes de rentrer sur le territoire empêchent ces journalistes d'accéder au territoire. Si on pense au Soudan aujourd'hui, il est très difficile de documenter ce qui se passe au Soudan et d'envoyer des journalistes. Alors, pas principalement parce que les parties au conflit empêcheraient les journalistes de travailler, mais parce qu'il est très difficile d'accéder au territoire et parce qu'il est difficile pour vos rédactions d'envoyer des personnes, ça coûte très cher, etc. Aujourd'hui, dans la bande de Gaza, il serait très facile pour un grand nombre de vos rédactions d'accéder au territoire. Vous avez eu une présence internationale de longue date et donc il n'y a rien qui justifie aujourd'hui que les journalistes ne puissent pas faire leur travail à l'intérieur du territoire palestinien. C'est aux journalistes de décider quelles sont les conditions de sécurité dans lesquelles ils et elles souhaitent opérer. Il faut aussi rappeler que les journalistes, ce sont des personnes civiles. Or, les personnes civiles dans les conflits armés sont des personnes qui font l'objet de protections particulières. Et là, on peut faire le lien aussi avec les droits humains, avec le droit à l'information. On a toutes et tous le droit à l'information. Et ce droit à l'information, il passe par l'accès à des journalistes indépendants sur un territoire pour documenter des faits. Et effectivement, ce qui a été permis, et comme vous l'avez dit, donc d'avoir des journalistes embarqués, embedded avec l'armée israélienne, ne garantit pas l'accès à une information pluraliste et indépendante qui permettrait de documenter les faits en toute indépendance par les journalistes qui rentreraient dans la bande de Gaza. Tamar Sebok, je le disais, je le rappelle, vous êtes vous-même journaliste, correspondante en France du quotidien du centre-gauche israélien Yedot Aharonot. Gaza est fermé aux journalistes étrangers depuis le 7 octobre 2023. Ça fait presque 2 ans et demi maintenant. Qu'en pensez-vous ? Alors, il y a des journalistes israéliens qui entrent avec l'armée et ils entrent beaucoup plus loin dans les territoires. Ça veut dire qu'ils sont dépendants, effectivement, de ce que l'armée israélienne veut montrer. Pendant très longtemps, en Israël, on ne montrait pas du tout ce qui se passe à Gaza parce que les gens n'avaient pas envie de voir, disons-le, ils étaient traumatisés et c'est quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à digérer, tandis qu'à l'étranger, on le voyait. Maintenant, je crois que le temps est passé. Le gouvernement israélien sait très bien que quand les journalistes vont entrer à Gaza, ils vont pas voir toutes les phases où il y a des choses qui sont peut-être à leurs yeux justifiées et d'autres pas. Donc c'est tout à fait, c'est contre toute la loi et je trouve que c'est scandaleux parce qu'il y aura un moment où les journalistes vont entrer. Mais du coup, comme il n'y avait aucun contrôle international de ce qui se passe à Gaza, on ne peut pas raconter toute l'histoire. On arrive au moment que c'est la catastrophe. Donc je crois que c'est une grande erreur. Ça n'empêche pas la partie de la presse israélienne d'avoir fait son travail depuis octobre 2023. Je pense notamment à nos confrères du journal Haaretz qui ont documenté, y compris les crimes de guerre menés à Gaza. Là-dessus, Isabelle de Fourny, il ne s'agit pas de dire qu'un récit est plus important qu'un autre. Il faut que tous les récits coexistent en réalité.
Oui, tout à fait. Maintenant, le récit de ce qui s'est passé à Gaza, de ce qui s'est passé, de ce qui se passe à Gaza pour la population palestinienne, c'est un récit qui... Enfin, moi je trouve que pendant très longtemps, y compris en France, on a eu énormément de difficultés à expliquer ce qui se passait. La campagne de propagande israélienne, elle est énorme, massive. On le voit encore aujourd'hui, ne fût-ce contre nous, contre Médecins sans frontières, où on est accusé d'être une organisation infiltrée par le Hamas, au service du Hamas. Ce sont des accusations, finalement, c'est des accusations assez grossières qui ont été faites... qui sont faites régulièrement par Israël, sans qu'il n'y ait jamais de preuves qui aient été amenées. Vous parlez de l'UNRWA, mais il y a une commission d'enquête sur l'UNRWA qui a montré que l'UNRWA faisait preuve de neutralité. L'armée israélienne a toujours utilisé ce prétexte pour justifier la destruction du système de santé. Et là encore, il n'y a jamais eu de preuve solide de l'utilisation des hôpitaux par le Hamas. Il y a eu des limogeages, mais les Nations Unies n'ont pas authentifié de manière indépendante les renseignements utilisés par l'armée israélienne. Ça ne justifie pas, mais il y a eu de preuves. Parce qu'il y a des otages qui sont revenus, qui étaient tenus. Mais ils ont fait la preuve de leur mécanisme pour pouvoir être neutre et pour pouvoir il y a de la propagande palestinienne aussi, mais n'empêche qu'il faut résoudre la situation. Mais au niveau de récits, il y a deux récits, et notre problème comme journaliste, c'est qu'on ne peut pas croire à 100% ni à l'un ni à l'autre. Le travail des journalistes n'étant d'appuyer aucun récit, en fait, d'être leur propre récit. On a récit. besoin de journalistes indépendants dans Gaza. Ça, évidemment, ça aiderait peut-être. Un dernier mot, Isabelle de Fourny. Le 1er mars, vous n'aurez pas d'autre option si jamais on vous intime l'ordre de partir que de quitter Gaza. On ne sait pas encore ce que va vouloir faire notre personnel palestinien et comment on va pouvoir trouver des façons de le soutenir s'ils veulent continuer à travailler. Donc on réfléchit encore à cela. À suivre donc. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir participé à cette discussion. Isabelle de Fourny, présidente de Médecins sans frontières. Tamar Sebok, on vous lit, correspondante en France du quotidien israélien Yedot Aharonot. Merci beaucoup Julia Grignon d'avoir participé à distance et d'avoir rappelé les règles du droit international malmenées, je le disais en début de cette émission, pas qu'au Proche-Orient depuis un moment déjà. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure.